Encore une fois, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos amis ici présents pour le 20e forum. Je suis Ahmed Riani, donc vice-président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et pharmacien biologiste. Peut-être l'intelligence artificielle, c'est un domaine que nous vivons, nous, dans notre profession depuis déjà quelques années, au moins une trentaine d'années. Mais n'empêche que l'intelligence artificielle est un domaine de recherche en pleine expansion et promet un grand avenir. Ces applications qui concernent toutes les activités humaines permettent notamment d'améliorer la qualité des soins. L'intelligence artificielle est en effet au cœur de la médecine des futurs, avec les opérations assistées, le suivi des patients à distance, les prothèses intelligentes, les traitements personnalisés, et grâce au regroupement des big data, etc., etc. Les chercheurs développent pour cela des approches et techniques multiples, des traitements de langue et de construction d'ontologie, dont l'objectif est de modéliser un ensemble de connaissances dans un domaine donné, réel et imaginaire, à la fouille de données et à l'apprentissage automatique. Il est toutefois indispensable de comprendre comment fonctionnent ces systèmes pour savoir ce qu'ils font et surtout ce qu'ils ne font pas. Le robot omniscient, qui pour beaucoup symbolise l'intelligence artificielle, n'est pas pour demain. Alors maintenant, quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé? Et ce n'est pas du tout une liste limitative. À titre d'exemple, reconnaissance automatique de la parole pour sa transcription directe, aussi bien du patient que des médecins, pour remplir automatiquement une fiche médicale. Génération automatique de texte à partir de l'analyse de données informatiques, exemple analyse médicale, ce qui permet une mise à jour automatique du dossier et un suivi en temps réel. Troisièmement, agents virtuels. Ce sont des logiciels informatiques capables de communiquer avec les humains pour mener un interrogatoire lors d'une consultation chez le généraliste, outil qui est déjà opérationnel et mis en place à Londres par le NHS. Quatrièmement, aide à la décision. Grâce à des logiciels de type LAP, logiciel d'aide à la prescription, ceci permet non seulement la formulation de la prescription, mais aussi pour détecter les erreurs de posologie, de contre-indication et les interactions médicamenteuses. Autre exemple, apprentissage profond. À partir de bases de données considérables, l'intelligence artificielle peut intervenir dans l'interprétation et la lecture d'images pour détecter des pathologies à partir d'images. C'est l'exemple. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était un préambule de 5 minutes, justement, préparer le terrain à madame. Okay. Non, moi, je vais vous montrer le côté pratique, bien, ne vous inquiétez pas. C'est le dernier exemple. Donc, je crois que le professeur Hajar Moussanif nous détaillera beaucoup plus ces différents domaines d'activité. Évidemment, nous aurons à discuter après du vécu quotidien des praticiens pour l'application de l'intelligence artificielle. Et sans plus tarder, la parole est au professeur Moussanif. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici dans ce forum pharmaceutique international. Contrairement aux autres intervenants, je ne vais pas me mettre derrière le pupitre parce que je suis une femme libre et parce que je ne veux pas qu'il y ait d'obstacles entre nous, parce que je suis une femme qui parle avec son cœur et je voudrais vous transmettre cette énergie et cette volonté de créer le changement. Je veux un Maroc meilleur, une Afrique, un continent africain meilleur et un monde meilleur. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'une extrême importance que je considère comme la prochaine révolution industrielle sans exagérer. Pourquoi? Vu son impact sur nos vies, mais également sur tous les secteurs. La santé, l'industrie, l'économie, l'énergie, l'agriculture. Vous prenez n'importe quel domaine. Je peux vous dire comment l'intelligence artificielle va le révolutionner.
L'intelligence artificielle, ce n'est pas de la science-fiction. Moi, je vous le dis tout de suite. L'intelligence artificielle, vous l'utilisez tous. Lorsque vous visualisez des vidéos sur YouTube, l'intelligence artificielle va vous montrer les vidéos les plus pertinentes qui vont vous plaire, qui vont être vraiment adaptées à votre profil. Lorsque vous utilisez Facebook, des milliards de commentaires, ils vont être analysés en temps réel pour vous afficher des publicités pertinentes. L'exemple le plus simple, c'est lorsque vous utilisez vos smartphones. Lorsque vous écrivez un texto, l'autocomplétion du texte que vous avez, ce correcteur automatique qui va des fois vous faire plein d'erreurs, vous envoyez des messages avec des choses graves, mais là, c'est l'intelligence artificielle qui le fait. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans une position où il faut saisir l'intelligence artificielle, la puissance de l'intelligence artificielle. On sera bien positionné si on investit, on commence à investir massivement dans l'IA, mais dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'à l'exception de la Chine et des États-Unis qui sont vraiment au top, très avancés en termes d'intelligence artificielle, presque tous les autres pays sont au même pied d'égalité. Même le Maroc, je vais vous montrer ce que nous faisons en termes d'intelligence artificielle. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, celui-là, d'accord. Alors je vais, celui-là. Juste une petite introduction de moi-même. Moi, je suis professeure au département d'informatique à la faculté des sciences Semlalia. J'enseigne tout ce qui est machine learning, apprentissage automatique, big data analytics et aussi des statistiques. Je coordonne le premier master en intelligence artificielle et data science au niveau de l'université Qadayad. J'ai un parcours qui est 100% marocain. J'avais la possibilité d'étudier. J'étais approchée par le MIT, par des universités internationales. J'ai choisi de rester au Maroc parce que mon rêve, c'est de changer le monde, à commencer par mon pays. Voilà. Je tiens à le vous dire parce que mon rêve, c'est de réduire la dépendance technologique de notre pays. Et si on veut réduire sa dépendance technologique, il faut qu'on crée des choses, qu'on ne soit pas de simples importateurs. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'objectif, c'est quoi? C'est d'imiter une forme d'intelligence réelle, c'est-à-dire remplacer l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Il existe deux types d'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle faible, donc elle va tout simplement reproduire ce qu'on lui a appris à faire. Donc c'est une machine qui est intelligente, mais l'être humain garde quand même le contrôle sur la machine, puisque la machine, elle va juste répéter en quelque sorte, apprendre ce qu'on lui a appris à faire. Donc l'intelligence artificielle forte, et là où ça change la mise, c'est une intelligence qui est non seulement capable de reproduire un comportement intelligent, mais d'éprouver une impression d'une réelle conscience de soi. Et là, c'est fort. Donc là, c'est une intelligence. On commence à voir ce type d'intelligence et je vais vous montrer des exemples concrets. Et c'est une technologie sur laquelle je travaille beaucoup. Les technologies qui sont associées à l'intelligence artificielle, je dirais les briques. On trouve le machine learning, apprentissage automatique. Un sous-champ du machine learning, c'est le deep learning. Je vais en parler lors des prochaines slides. Il y a le computer vision, la vision par ordinateur. Donc là, l'ordinateur, on lui donne la capacité de voir, grâce à ses caméras, de faire l'analyse, le traitement des images, grâce à des outils de technique, traitement de signal. Là, c'est très utile dans le domaine de la santé. Je vais vous donner quelques exemples. Le NLP, Natural Language Processing, c'est le traitement automatique de langage humain, que ce soit du texte ou bien de la parole. Donc là, monsieur, tout à l'heure, le président, il a mentionné quelques exemples, notamment le traitement automatique de la langue, un assistant personnel qui va tout simplement faire la traduction en temps réel du texte que je suis en train de dire. Donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et la partie robotique, donc, qui se charge de la création de robots qui vont aider l'homme dans certaines tâches répétitives ou fastidieuses. Donc, on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle sans parler d'une rubrique essentielle qui est l'apprentissage automatique ou bien le machine learning. Donc le ML, c'est quoi? C'est tout simplement, il va permettre d'apprendre la machine, l'ordinateur, il va apprendre à partir d'exemples ou d'expériences passées à résoudre un certain nombre de problèmes dans un domaine bien ciblé. Donc concrètement, c'est quoi? C'est tout simplement des algorithmes qui sont extrêmement puissants,
qui peut fonctionner avec des bases de données qui peuvent être gigantesques, c'est ce qu'on appelle le big data, pour résoudre des problèmes et prendre des décisions les plus pertinentes possibles. Alors, pour ce big data, et je vais me contenter du médical parce que le big data, c'est immense. À chaque fois que vous cliquez sur un lien au niveau d'un site, à chaque fois que vous écoutez une musique, à chaque fois que vous vous connectez, là, vous prenez une photo avec votre smartphone, vous alimentez ce big data, ce grand big data. Donc, c'est des volumes vraiment immenses de données. Mais au niveau du big data médical, les sources sont en quelque sorte bien déterminés. Il y a les systèmes d'information clinique, l'Electronic Health Records ou bien l'Electronic Medical Records, les travaux de recherche qui sont également intéressants, les articles de recherche publiés, tout ce qui est publié dans les revues scientifiques, les bases de données génétiques. Et là, je peux mentionner le Personal Genome Project ou la Human Genome Project. Là, on fait le séquencement d'ADN à des fins qu'on va expliquer par la suite. Il y a les dossiers publics, il y a les recherches sur le web et les réseaux sociaux. Ça, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Actuellement, c'est une explosion au niveau du volume de données à cause de ces recherches sur le web. Ça, vous avez parlé de l'automédication, mais moi, j'irai loin. Je dirais la détection numérique des maladies. Donc, à chaque fois, par exemple, une épidémie quelconque, la grippe, là, je peux mentionner le Google Flu. Donc, dès qu'il y a une épidémie, les gens, la première chose, c'est Google. Donc, on peut facilement voir l'évolution d'une maladie rien qu'en regardant, en analysant les traces que laissent les utilisateurs ou bien leur navigation sur le web ou bien leur interaction sur les réseaux sociaux. Il y a l'Internet des objets, c'est tout simplement un ensemble de capteurs, c'est ce qu'on appelle les wearables, c'est-à-dire les objets, des dispositifs médicaux qu'on va mettre sur le patient et là encore qui vont générer une quantité impressionnante de données. Donc tout ce big data médical, l'important c'est pas les données qui vont être générées, mais plus la valeur qu'on va tirer de ces données. Et cette valeur, on va la tirer grâce à des outils de Big Data Analytics qui sont principalement de différents types d'analytics. Il y a les Descriptive Analytics. Là, on cherche carrément juste des statistiques, sum, count. On veut par exemple le pourcentage des patients qui ont fait ceci, qui ont eu cela. C'est intéressant, mais pas plus intéressant que, par exemple, le Predictive Analytics ou bien le Prescriptive Analytics, l'analyse prédictive ou bien l'analyse prescriptive, où carrément on fait la prédiction ou le diagnostic précoce d'un certain nombre de maladies avant même qu'ils ne se produisent. Et là, nous avons des outils à notre disposition, des algos qui peuvent faire ça vraiment, je vais vous montrer tout à l'heure, d'une façon très simple, avec quelques lignes de code, et vous avez un algorithme qui marche, qui va vous donner des résultats. Alors, un sous-domaine du machine learning, de l'apprentissage automatique, qui est très intéressant et qui vient justement, qui a vu son essor ces dernières années à cause de la puissance de calcul que nous avons, qui a été développé, le High Performance Computing, c'est le Deep Learning ou bien l'apprentissage profond. Quelle est la puissance de ce Deep Learning? Le Machine Learning classique, nous sommes par exemple obligés de donner à l'ordinateur, je vais vous donner un exemple simple de classification ici, cancer, on veut le classifier comme malignant or benign. Donc, je donne à l'ordinateur une image, une série d'images qui sont labeled, qui ont un label, qui sont annotées. Première image, cancer. Deuxième image, non-cancer. Troisième image, cancer, non-cancer. Je construis une petite base avec un certain nombre d'images. Et l'ordinateur, il va automatiquement décider, si je lui donne une nouvelle image qu'il n'a jamais vue, elle va décider est-ce que c'est cancer ou bien non-cancer. Alors, la différence entre le machine learning et le deep learning, c'est qu'en machine learning, on est obligé de faire une phase qu'on appelle le feature extraction ou bien le feature engineering. C'est quoi le feature engineering? C'est-à-dire un opérateur humain, il est obligé de dire à la machine, voilà les caractéristiques sur lesquelles il faut se baser pour prendre la décision, est-ce que c'est cancer ou non cancer. Par exemple, ça peut être la taille de la tumeur, ça peut être l'âge, en tout cas les facteurs que vous connaissez qui peuvent avoir une influence sur le cancer ou non cancer. La puissance du deep learning, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin d'opérateurs humains. On donne les images, automatiquement, l'algorithme, il va décider si c'est cancéreux ou pas. Et ce n'est pas de la science-fiction, parce que, je vais sauter sur ce slide, ça c'est une étude qui a été publiée, une étude récente qui a été publiée dans Nature.
À travers 130 000 images juste prises sur le web, l'IA a pu apprendre les différences et les affinités entre 2032 genres de maladies de la peau différentes. Et il a pu identifier, mieux que le dermatologue, les cellules cancéreuses. Donc là, c'est la puissance vraiment du machine learning. Mais à condition que nous ayons des datas qui sont valables. Raison de plus pour que le Maroc investissent dans cette organisation des données et avoir un système d'information qui est relatif aux data, que ce soit pour les pharmaciens ou bien pour la santé, parce qu'on peut tirer vraiment un avantage qui est immense grâce à ces algorithmes. Alors le deep learning, il a montré son efficacité, il a surpassé tous les autres algorithmes du machine learning lorsqu'il travaille avec les données qui sont les données massives. Si vous travaillez avec un petit volume de données, vous pouvez avoir quelques algorithmes qui vont fonctionner plus ou moins bien. Mais si vous avez vraiment une base de données d'apprentissage qui est immense, le deep learning, c'est le standard par défaut. Alors, le deep learning, c'est quoi? C'est tout simplement, il s'inspire du fonctionnement du réseau de neurones humains. C'est exactement la même chose. Donc, il s'inspire du fonctionnement des neurones humains pour justement prendre des décisions. Comme j'ai dit, le plus important, c'est les datas que vous allez lui fournir. Alors maintenant, ce que je vais vous présenter, un ensemble de projets concrets sur lesquels j'ai travaillé au cours de ces dernières années, qui ne sont pas forcément en rapport avec la pharmacie ou bien la santé, mais juste pour vous montrer la puissance qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Sachant que si je suis exposée à vos problématiques de pharmacien ou bien au niveau de la distribution, je peux facilement vous dire ce qu'il faut faire, ce que l'IA peut faire pour vous. J'ai eu l'occasion de discuter avec M. Abdelrahim tout à l'heure. Les opportunités sont immenses et là, c'est une invitation à collaborer ensemble pour qu'on puisse travailler main dans la main pour résoudre les problématiques grâce à l'IA. Alors, je vais demander à la régie de faire la première vidéo, s'il vous plaît. Alors, ce que je développais ici, c'est le premier smartphone qui est capable de réagir aux émotions humaines. Donc, en analysant les expressions du visage, on arrive à déterminer l'état émotionnel de la personne rien qu'à partir de ces expressions de visage. Je demande également la deuxième vidéo. Le son. I hate you. I think my life is beautiful. I like listening to flowing water in the mountains. Alors, ce qu'on fait ici, c'est quoi? C'est l'analyse de la tonalité de la voix pour déterminer l'état émotionnel. Est-ce que la personne va bien ou va pas bien? En entraînant un réseau de neurones, un algorithme deep learning, rien qu'à partir de la voix, on peut déterminer quel est son état. Pour un médecin, ça peut être intéressant rien qu'à partir, ou bien un psychologue, rien qu'à partir des variations au niveau de la tonalité de la voix, on peut déceler qui est cette personne, quel est son état, bien sûr en fournissant des paramètres qui sont plus ou moins pertinents pour une bonne prise de décision. Alors, ce que je vais vous montrer ici, là je vais demander à la régie de faire la troisième, ça c'est l'analyse des données sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est carrément l'extraction de l'émotion à partir d'un texte simple. Vous tapez un texte, donc là vous voyez que c'est en anglais, I'm so sad, this is the best day of my life. Donc, et lorsqu'on clique, l'algorithme va automatiquement classifier le texte, l'émotion qu'exprime le texte. Vous voyez là, joy, fear, avec un certain pourcentage. Si par exemple, je tape « Nobody loves me », qui exprime une émotion particulière, je fais « Submit » et j'ai « Sadness and surprise ». Oui, peut-être que c'est une mauvaise surprise que personne n'aime. Et je vais vous dire après comment j'ai fait ça. « Don't ever talk to me again, you stupid ». Ne me parlez jamais stupide. Donc là, c'est clair que ça va exprimer, l'algorithme il va dire que c'est anger. Donc c'est de la colère que cette émotion. Alors, j'ai fait le test lorsque je travaillais sur cet algorithme. Il y avait les élections de Trump qui a gagné. Trump a gagné les élections. Et regardez ce que ça a donné. Anger and fear. La peur et la rage. Juste pour vous dire la puissance des algorithmes. Et comment nous avons fait ça? Rien qu'en analysant les commentaires sur les réseaux sociaux. Alors imaginez ce que vous pouvez faire, vous pharmaciens, avec les commentaires. Est-ce que le produit il est apprécié ou pas?
Comment vous allez déterminer votre politique de vente. Donc, il y a plein de choses qu'on peut tirer rien qu'à partir des réseaux sociaux. Vous pouvez faire, alors ça, c'est des exemples concrets de classification. On donne un texte et automatiquement, il le classifie en catégories. Donc, vous pouvez faire le filtrage. Quelles sont par catégorie les personnes qui apprécient, pourquoi ils l'apprécient, qu'est-ce qu'il faut améliorer au niveau du produit. Donc, rien qu'à partir de données textuelles. Donc là, c'est un projet qui a été financé par les Nations Unies. C'est l'un des 10 projets qui ont été retenus à l'échelle internationale. Dans le monde, il y avait 10 qui ont été retenus. Celui-là était parmi ces projets. Alors là, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a appelé Connected Assistant for Driving Safe. C'est un projet qui est financé par le ministère de Transport. Il est toujours en cours. Nous l'avons commencé en 2017. C'est l'un des 6 projets qui ont été retenus pour financement. L'idée, c'est quoi? On veut comprendre pourquoi il y a tant d'accidents au Maroc. 4000 morts, nous sommes les champions des accidents. Donc le ministère a lancé un appel à projet pour justement déceler cette problématique. 90% des causes, c'est le human factor, driving behavior, c'est-à-dire le comportement des conducteurs sur les routes. Donc nous avons essayé de comprendre ce comportement. Donc ce que nous avons fait, nous avons développé un dispositif qui va s'embarquer au niveau des véhicules, qui va faire l'analyse du comportement du conducteur en utilisant un certain nombre de capteurs, les capteurs de vibration, le son, la luminosité, la température, la façon dont l'utilisateur accélère, décélère, change de vitesse pour avoir une idée sur son comportement, détecter son humeur, détecter la rage au volant, parce que quelqu'un qui va accélérer, décélérer, changer de vitesse dans un laps de temps qui est court, donc c'est quelqu'un qui est enragé au volant. Nous avons également des capteurs de température, parce que nous avons remarqué par exemple dans la ville de Marrakech, dès qu'il y a 40-45 degrés, les conducteurs ils sont affolés de rentrer chez eux le plus rapidement, donc ça influence le comportement de conduite. S'il y a des personnes, des enfants qui pleurent derrière dans la voiture, ça influence. Donc tout ça, que des algorithmes, ils vont dire est-ce que ce conducteur, quel est son comportement sur la route et comment ce comportement il est affecté par un ensemble de paramètres environnementaux. Et ce que vous voyez là, c'est un simulateur de conduite qui permet, parce qu'on ne peut pas tester sur des voitures réelles, donc nous avons un simulateur avec des conditions réelles de conduite, accélération, freinage, décélération, pour tester, et nous avons le système qui a fourni de très bons résultats. Ce que vous voyez là aussi, je demande la régie de lancer cette vidéo s'il vous plaît. Alors ce que vous voyez là, c'est toujours en rapport avec la sécurité routière, sauf que c'est une autre problématique, c'est ce délai statique lorsque, par exemple, on est sur les routes. Donc, c'est bon. Lorsque, là, ce qu'on fait, dans un contexte normal, il y a les feux de circulation qui vont tout simplement avoir un délai qui est fixe. Par exemple, vous attendez 100 secondes ou bien vous attendez 60 secondes et vous êtes obligé d'attendre. Alors que, par exemple, dans l'autre côté, il n'y a aucune voiture qui passe. Pourquoi? Donc là, j'ai pensé à faire les choses d'une manière dynamique. S'il n'y a pas de voiture qui passe, normalement, je laisse passer. Donc là, nous avons une caméra que nous avons installée sur les feux d'intersection et qui va tout simplement compter le nombre de véhicules, identifier, vous voyez, elle identifie d'une façon précise le véhicule, il va compter, il va automatiquement réguler les feux de circulation en fonction du trafic. Pourquoi je vous montre ceci? Parce que juste pour vous montrer que grâce au computer vision, on peut identifier des objets. Donc vous imaginez, j'ai discuté tout à l'heure avec Abdelrahim, il m'a dit que parmi les exemples, le problème que certains pharmaciens trouvent, c'est par exemple la lecture des prescriptions. Moi je lui dis, c'est très simple, si j'ai des prescriptions qui sont écrites d'une façon qui n'est pas correcte, si j'entraîne un réseau, par exemple deep learning, un réseau de neurones avec plein de prescriptions, et je lui dis ça c'est ce médicament, ça c'est ce médicament, l'algorithme il va automatiquement apprendre par la suite, même si je lui fournis une feuille qui est mal écrite, il va me dire voilà, et ça va être un truc énorme. Je mets ma caméra, elle lit l'ordonnance et hop, il me ressort exactement le médicament, son indication et tout. Donc là, c'est un exemple de computer vision, classification d'objets classiques, et ça se fait coup d'algorithme. Ce que vous voyez là, c'est une application qui est plus en rapport avec le domaine médical. C'est une application j'ai beaucoup travaillé sur la prédiction, le diagnostic du cancer, également sur le kidney disease failure. Il y a des publications que vous allez trouver facilement sur Google Scholar. Mais ça, c'était le plus challenging. C'est la prédiction des fausses couches chez les femmes enceintes. Donc là, l'idée, c'est quoi?
Nous avons équipé un certain nombre de femmes enceintes qui ont choisi de participer à notre étude d'un certain nombre de capteurs. L'activité, location, je vais vous dire par la suite, location, c'est l'endroit où la GPS, c'est-à-dire là où la femme enceinte se trouve, heart rate, blood pressure, sleep quality, qualité du sommeil, pression artérielle, température. En tout cas, c'est les facteurs que nous avons consultés avec un gynécologue qui nous ont dit que ça peut influencer, peuvent entraîner une fausse couche. En cas, par exemple, d'une activité extrême ou bien d'une blood pressure extrême. Nous avons équipé les femmes enceintes. Et les femmes enceintes, ils ont une application mobile qui va collecter un certain nombre de données, il va prendre une décision. Il va faire ce qu'on appelle le clustering de ces données. Il va tout simplement ressortir avec la décision, est-ce qu'il y a une probabilité que la femme enceinte ait fausse couche ou pas. En collectant les données, par exemple le GPS, grâce au GPS, on peut savoir si la femme enceinte, par exemple, est-ce qu'elle mange n'importe quoi dans les fast-food. Donc, on sait où il est, qu'est-ce qu'elle mange, le temps, c'est-à-dire entre midi et 2, c'est l'heure de déjeuner. On sait que, par exemple, il était à McDo, bien, quelle est la qualité de sa nourriture. L'activity, donc on récupère sur le nombre de passes, l'activité que la femme exerce. Et là, nous sortons avec une décision. Je demande à la régie de lancer cette vidéo, s'il vous plaît. Donc l'application mobile, il va tout simplement fournir un certain nombre de recommandations déjà pour la femme enceinte sur la qualité de son sommeil, sur ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Après, l'algorithme, ils vont collecter ces données, ils vont faire l'analyse et ils vont déterminer le degré ou bien la probabilité que cette femme ait une fausse couche. Bien sûr, on n'avertit pas la femme enceinte. On va tout simplement... Il y a une fenêtre pour le gynécologue qui va tout simplement accéder à recevoir une notification au cas où, par exemple, le threshold ou bien le seuil dépasse un pourcentage, par exemple, pourcentage de fausse couche 80%, pour qu'il puisse rapprocher les consultations. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est un exemple, je ne dirais pas de télémédecine, mais c'est un moyen pour les médecins pour en quelque sorte faire le suivi à distance, ou au moins recevoir des notifications en cas extrême ou en cas d'urgence extrême. Voilà, c'est bon pour cette vidéo, merci. Alors, ce que vous voyez là, c'est un prototype de tapis de course intelligent. Vous lancez la vidéo, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez que c'est juste un prototype qui est entièrement contrôlable. C'est un tapis de course, c'est bon, merci, qui est contrôlable par les gestes de la main. Donc, la vitesse, je lui dis ça, par exemple, 2. Il va mettre la vitesse 2, 3, il va mettre la vitesse 3. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est équipé d'une IA qui va mesurer l'IMC et sélectionner un programme approprié à l'utilisateur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est équipé d'outils NLP, Natural Language Processing, qui va jouer comme un coach personnel. Donc, il va lui dire, allez, vas-y, vous allez faire ceci, vous êtes bien, il ne vous reste que 2 kilomètres, foncez, faites ceci. Donc ça, c'est un moyen d'interagir avec la machine. L'essentiel, c'est d'accomplir, qu'on arrive à un bon résultat. Je ne sais pas si vous arrivez à deviner ça. Ça, c'est une chaise intelligente. C'est un prototype d'une chaise intelligente. Ce n'est pas n'importe quelle chaise. C'est une chaise que nous avons développée. Et si je mets ce dispositif sur ces chaises, je vais recevoir en temps réel. Est-ce que vous avez compris ce que j'étais en train de dire ou pas? Elle est équipée d'un certain nombre de capteurs. Je collecte 38 attributs faciaux pour avoir vos expressions de visage. Est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous dormez? Des capteurs de vibration. Est-ce que vous êtes impatient que je termine mon speech? Donc, 38 attributs faciaux. Votre posture. Est-ce que vous faites ceci ou bien... Et les 4 et des attributs environnementaux. Pourquoi? Parce que la température influence l'apprentissage, parce que le bruit influence l'apprentissage, l'humidité aussi. Et c'est un prototype que nous avons testé au niveau des locaux de notre faculté, parce que comme je suis professeur universitaire et donc je suis en général face à une audience dans un amphithéâtre, je ne sais pas s'ils comprennent ou pas, donc je me suis dit pourquoi ne pas développer quelque chose dans ce sens. Et ce qui fait que ce que je reçois au niveau de mon smartwatch, pas les indicateurs individuels, mais au bout de 10 minutes, j'ai par exemple 30%, ils ont compris,
70% n'ont rien compris. Au bout de 10 minutes, je peux facilement adapter ma pédagogie en temps réel, au lieu de parler pendant 3 heures pour finalement n'aboutir à rien. Voilà. Et c'est un truc que nous avons breveté. Même le téléphone, le mécanisme de détection des émotions que nous utilisons, c'est un brevet d'invention que nous avons déposé. Là encore, c'est un brevet que nous avons déposé en 2018 et qui nous a permis de remporter le premier prix de recherche ici à l'échelle du Maroc. Ce projet, je sais que ça n'a rien à voir avec les pharmaciens parce que vous n'allez pas mettre le client ou bien le patient sur une chaise, mais juste pour vous montrer la puissance de l'IA. Où est-ce qu'on est la technologie déjà? Alors ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer en exclusivité. C'est la première fois que je vais le montrer ici dans ce forum pharmaceutique international. Ça, c'est Shama. Super Humanoid Assistant in Multiple Activities. Super Humanoid Assistant à multiples activités. Désolé les pharmaciens, si vous ne travaillez pas sur autre chose que les tâches répétitives, vous allez être remplacé par des robots. Je demande à la régie de lancer cette vidéo, s'il vous plaît. Alors ça, c'est la première version. Nous n'avions pas les moyens. Nous l'avons construite manuellement d'une façon artisanale, avec donc là, c'est juste un mouvement de bras classique. On lui dit premier mouvement, il va bouger sa main. Deuxième mouvement, il va bouger sa main. Deuxième version, on a rajouté quelques fonctionnalités. Mouvement de la tête aussi. Ça, c'est le premier robot 100% marocain. Architecture que nous contrôlons à 100%. Bouge la main droite. Il commence à recevoir les commandes vocales. On lui demande de bouger la main droite, il va bouger sa main droite. Bouge les deux mains. Ramener un médicament. Bouge les yeux vers la droite. Donc là, c'est le Natural Language Nerveux. Processing. Après, nous avons développé Shama. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أول روبوت مغربي 100% أدعى شاما، وأنا فخورة بهذا الاسم لأنه اسم مغربي تقليدي يدل على الجمال ويدل في لغات أخرى على الإنصات، الفهم والبداهة، يعكس القدرات التي أملكه بفضل الذكاء الصناعي وتقنيات التعلم الآلي. فأنا الآن قادرة على تحريك الجزء الأعلى من جسدي بكل انسيابية بما فيها حركة العنق والرأس بالإضافة إلى القدرة على التعرف على الأشياء. Il reconnaît les objets, il reconnaît les émotions, il peut chanter, il peut vous dire bonjour et tendre la main. Voilà. Quand on touche ses cheveux, elle dit ne me touchez pas, vous allez ruiner ma coupe. Là, il reconnaît les objets. Donc, il va vous dire est-ce que c'est une chaise, est-ce que c'est une imprimante, est-ce que c'est un ordinateur. Elle reconnaît une centaine d'objets. Donc, il peut facilement reconnaître les médicaments dans un étage. Vous lui demandez de chercher Doliprane 500, il va le chercher. Hein. C'est des algorithmes de traitement d'image. Il va reconnaître les émotions. Il va savoir si le client ou le patient est satisfait ou pas. Si vous vous êtes bien comporté ou pas. Elle va chanter. Je vais peut-être demander à la régie d'avancer un tout petit peu. Donc elle sait chanter aussi. Vas-y un petit peu.
بالطبع أنا فرحة، ليس هناك شيء يجعلني أحزن وطالما أنا متواجدة مع فريق علم البيانات peut faire une conversation. بالطبع لأنني أتجاوب وأتكلم معك. من أي بلد أنت؟ أنا من المغرب. من هي أول رائدة فضاء في العالم؟ الروسية فالنتينا تشيكوفا. كم عدد عيون النحلة؟ عدد عيون النحلة هو 5 عيون. ما هو لون دم الأخطبوط؟ لون دم الأخطبوط أزرق. من أول إنسان وضع قدمه على سطح القمر؟ نيل أرمسترونج. ما هو أسرع المخلوقات البحرية؟ أسماك التونة. En tout cas, vous lui posez n'importe quelle question. Il a une base de données énorme de questions. Et vous imaginez que vous pouvez lui introduire ce que vous voulez. Vous pouvez lui introduire juste un texte avec la description du médicament que vous voulez. Vous lui dites quelle est la description de ça, il va vous lister tout. لا شكر على واجب. Et il est poli en plus. Alors, l'intelligence artificielle, ça c'est au Maroc, ça c'est un produit que nous contrôlons à 100% et nous comptons développer plein de robots comme ça. Pas forcément humanoïdes parce que la robotique dans le domaine de l'agriculture, prenez n'importe quel domaine, ça peut être qu'utile. Imaginez par exemple un champ où vous avez des personnes qui vont à chaque fois faire le désherbage. Moi, je vais déployer un bras robotique qui va repérer les mauvaises herbes et automatiquement les arracher. Dans le domaine de l'industrie, par exemple, là où il y a des tâches répétitives, 500 personnes qui vont tout simplement prendre les pommes, par exemple, ou bien les fruits qui sont trop mûrs. Donc là, automatiquement, la vision par ordinateur, il va détecter si le fruit est mûr ou pas. Il va tout simplement faire comme ça. Dans le domaine de la pharmacie, pareil. Vous dites à Chama, allez chercher le médicament tel. Vous n'avez même pas besoin d'assistant. Il va aller le chercher tout de suite. Mais après, bon, à force de travailler sur l'intelligence artificielle, déjà on m'appelle Madame Intelligence Artificielle, moi je vous le dis dès maintenant, mais je me dis, est-ce que nous sommes vraiment connectés? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'on veut ça? Ou bien on veut ça? Et après, il y a aussi la face cachée de l'intelligence artificielle. Nous générons une quantité importante de données, mais qu'est-ce qui se fait avec ces données? Nous prenons des photos et on partage sur Facebook, sur WhatsApp. Qu'est-ce qui se fait avec les données? L'intelligence artificielle, c'est une course vers l'argent et vers le pouvoir. Dernièrement, en France, les fiscs, dès qu'ils voient vous monter vous allez sur Facebook, vous passez un séjour en Thaïlande, vous montez à propos de vos revenus, automatiquement, ils ont accès à toutes ces données et ils vous serez pénalisés. Donc, quelle est la limite de l'intelligence artificielle? Une ancienne, Cathy O'Neill, c'est une ancienne d'Harvard, a dit « Les algorithmes peuvent mentir, les algorithmes peuvent faire du mal. Facebook est optimisé pour faire du profit, pas pour dire la vérité. » Donc là aussi, il y a cette éthique au niveau de l'IA. À cause de l'IA, nous n'avons même plus le droit de mentir, il faut le savoir. J'ai mon frère qui est data scientist aussi, comme moi. Il travaille sur des algorithmes d'autocorrection de l'âge. Vous imaginez, moi je suis femme, j'ai 35 ans, j'ai envie de dire que j'ai 29 ans hein, au niveau d'un réseau social. Eh bien non. Automatiquement, Facebook, il va me dire non, là, vous n'avez pas 29 ans, vous avez 35 ans. Pourquoi? Parce qu'il sait que tous ceux qui ont 35 ans, ils font ça, et ça, et ça, et ça, et pas ça. Donc, ils ont remarqué qu'il y a un biais au niveau de l'âge, et automatiquement, ils autocorrigent l'âge. Mais c'est incroyable. Donc, on n'a même pas le droit de mentir. Qui sera responsable d'une mauvaise décision? Est-ce que c'est le robot? Est-ce que c'est les algorithmes? Est-ce que ceux qui ont développé, les développeurs qui ont développé l'algorithme? Est-ce que les robots, ils vont avoir une personnalité juridique? On voit, par exemple, des tests sur des voitures autonomes sans conducteur. Qui sera responsable d'un accident?
Est-ce qu'une voiture autonome peut prendre la décision, par exemple, je sais pas, de voir 3 personnes, de préférer de faire l'accident sur 3 personnes ou bien sur une personne? C'est ce genre de décisions qui normalement sont prises par des humains. Est-ce que les robots remplacent-ils les humains? Est-ce que les neurones des hommes et des femmes sont indispensables? Moi, je dis qu'ils le seront toujours indispensables. Mais il faut bien comprendre qu'on se dirige vers une forme d'hybridation où l'opérateur humain et la machine doivent collaborer ensemble pour réaliser un certain nombre de tâches. Peut-être qu'on ne le voit pas clairement les 5 prochaines années, mais d'ici 20 ans, 30 ans, soyez sûrs que l'intelligence artificielle elle aura sa place, et si on ne fait pas quelque chose maintenant pour au moins tout ce qui est tâches répétitives soit fait ou bien laissé au robot et permettre à l'humain de se focaliser sur ce qui est humain en lui, son intellect, ce qu'il a dans son cœur, les valeurs humaines, l'amour, la compassion. Et ça, c'est quelque chose que vous, pharmaciens, ou surtout dans le domaine de la santé, ça c'est quelque chose qui est très important parce que c'est cette attention et cet aspect humain, c'est ça ce qui fait la différence entre un robot qui n'aura jamais une âme et un être humain qui normalement a des valeurs. Donc, moi, il faut vraiment se focaliser sur nos valeurs humaines et ce que je dis en anglais, nurture our soul, c'est-à-dire nourrir notre âme. Comment on va faire pour la nourrir? Faire les choses, se focaliser sur les sciences humaines et sociales, sur tout ce qui est affectif. Personnellement, je joue du piano, j'écris des poèmes, je fais des choses que jusqu'à maintenant ne sont pas faites par des robots. Mais je suis sûre que ça va être fait parce qu'actuellement, on commence à céder à l'intelligence artificielle de faire des tableaux de peinture. Vous vous rendez compte? On demande à l'intelligence artificielle de faire, tout à l'heure vous avez parlé avec Si Abdelrahim, il a dit que par exemple le problème majeur c'est, et on reçoit une quantité d'informations, il est obligé de faire la synthèse, de rédiger des articles par rapport à une problématique particulière à partir de plusieurs articles. Le métier de journaliste, eh ben, l'intelligence artificielle, il va vous proposer actuellement une synthèse d'un texte et après vous pouvez faire quelques ajustements. Donc vous voyez, ces algorithmes, ils sont tellement forts. Donc si on ne fait pas quelque chose, si on ne s'investit pas, on va être dépassé. Et c'est soit qu'on le fasse maintenant, on commence à s'investir, soit d'ici 20 ans, on va vraiment s'en mordre les doigts. Voilà mon équipe. Tout ce que vous avez vu, ça a été réalisé par une équipe de jeunes que j'ai eu la chance d'encadrer en tant que prof universitaire. Des étudiants en Master Data Science, des doctorants, donc c'est des Marocains, ni IBM, ni Microsoft, pas les grands, pas les géants. C'est des technologies que nous maîtrisons de A à Z. Et nous sommes prêts à aller en start-up et à aller vraiment loin parce que moi, j'ai toujours insisté sur le fait qu'on ne peut pas rester dépendant des géants technologiques. On crée des choses qui sont relatives à notre contexte. Parce que même les IA que les Occidentaux créent, c'est des IA qui sont adaptées à leur contexte. Si vous prenez une IA qui va détecter les maladies de la peau, vous la testez sur le continent africain, moi je vous dis, ça va foirer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même contexte. Il faut qu'on se focalise sur nos problématiques, les problématiques du pays du continent africain et développer des solutions qui sont à nous, que nous maîtrisons sans aucun apport extérieur. Et nous avons les moyens et nous avons la possibilité. Pourquoi? Parce que grâce au web et au développement de cette notion de partage et de participation, tout est partagé sur Internet. Ce que nous avons développé, dès qu'on fait une petite réalisation, vous allez sur YouTube, vous allez trouver du tutoriel. Les meilleurs cours en ligne ils sont disponibles gratuitement. Stanford, Harvard, ce que vous voulez, ils sont disponibles sur YouTube. Alors, il suffit de vraiment question ressources en ligne. Vous n'avez pas d'excuses. Question d'outils. Nous avons travaillé avec des outils rudimentaires que nous avons améliorés. Donc, on peut faire des choses, mais il faut vraiment qu'on collabore parce que l'IA, l'informatique, ça marche pas toute seule. L'informatique, ça touche à plusieurs domaines. Il faut qu'on travaille vraiment main dans la main pour qu'on puisse faire avancer les choses. Et merci beaucoup. Désolée si j'étais lente. Professeur Hajar Moussanif, nous vous remercions beaucoup pour ce brillant exposé. J'avoue sincèrement que je suis agréablement surpris par le niveau de recherche qui se fait à l'université Qadi Iyad
concernant l'intelligence artificielle. Et nous vous encourageons vivement. Merci beaucoup. Bien. Ceci dit, je voudrais un peu recentrer le débat et revenir à l'intelligence artificielle dans le domaine strict sensu de la santé. Là, je vais parler, avec l'autorisation du professeur Hajjaj, pour dire que l'intelligence artificielle ne remplace jamais le professionnel. Loin de là, mais le libère pour des tâches où ses compétences sont beaucoup plus valorisées et beaucoup plus indispensables. N'est-ce pas, Madame Hajjaj? D'accord. Bien. Ceci dit... Ok. Très brièvement, puisque vous m'interpellez, Monsieur le Président, je vais répondre. D'abord, je voudrais féliciter notre oratrice pour ce brillant exposé et la féliciter pour la qualité de ses travaux. Maintenant, répondre, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que l'humain va rester? Franchement, aujourd'hui, on ne sait pas. Ce qui se passe, c'est que cette avancée de l'intelligence artificielle est effectivement là. Nous n'avons pas à la nier, bien au contraire. Il faut en prendre acte et surveiller, voir comment les choses vont évoluer. Mais on espère évidemment que la part humaine qui est la nôtre reste présente et nous étions en train de parler avec Monsieur de France à l'instant, à la fois de la préoccupation qui doit être la nôtre de voir cette évolution de l'intelligence artificielle. Est-ce que les robots vont remplacer l'homme? Et c'est une réflexion qui remonte à très longtemps, puisqu'on parlait de George Orwell, qui a eu cette vision, et bien d'autres également qui ont eu cette vision de la... Nous sommes finalement maintenant espionnés dans notre vie partout, et nous sommes remplacés petit à petit. Et comme vous le disiez, l'exemple de dermatologie que vous avez montré tout à fait juste, il y a aussi la radiologie, qui aujourd'hui est en passe pratiquement... On nous dit que la radiologie va disparaître et que les radiologues seront remplacés par les robots, et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va arriver à un état, ce que les anglo-saxons appellent les climax, et puis ensuite peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va nous ramener, mais peut-être aussi que la réflexion, et on revenait à l'importance de la philosophie, des sciences sociales, de la nature de l'homme, de ses relations avec Dieu, de ses relations avec la spiritualité, de chacun et la conception de l'humanité. Je crois qu'il y aura un retour, en tout cas il faut l'espérer, à la réflexion profonde sur ce qu'est l'humain. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais j'espère que les hommes continueront à réfléchir quand même un petit peu. Bien. Ceci dit, nous attendons tous disons, un peu vos questions. Y a-t-il des interrogations? Alors, micro pour monsieur. Vous pouvez éclairer, s'il vous plaît? Vous pouvez éclairer? Voilà. Un micro, s'il vous plaît, là. D'accord, ok, après. Micro. Bon, écoutez, je vais lui donner. Bonjour, je m'appelle Samir Bennani, je suis directeur général de Blockchain Bubble. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la blockchain, c'est le premier spécialiste de blockchain au Maroc. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous nous avez dit, c'est vraiment impressionnant. Mais moi j'aurais aimé surtout qu'on parle de la blockchain parce qu'elle est en train de révolutionner tous les secteurs d'activité et surtout l'industrie pharmaceutique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technologie? Bon, on l'appelle technologie, mais en fait, c'est un nouveau paradigme. C'est une nouvelle façon de voir le monde. C'est une nouvelle façon de... Bon, je ne dirais pas c'est la solution à tous les problèmes, mais elle a réglé une très bonne partie des problèmes qui a suivi l'humanité depuis le début. On pourrait... Bon, il y a quelques philosophes qui l'ont comparé à la roue. Il y avait avant la roue et après la roue, ou pour les gens qui sont de la génération, je dirais, dans les 30 dernières années, Internet. Vous savez qu'Internet a révolutionné le monde. Alors maintenant, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine, la blockchain, surtout les Big Five dans l'industrie pharmaceutique, ils ont tous pratiquement adopté la blockchain. Alors, les deux principaux problèmes, je dirais, que la blockchain a réglés, mais d'une manière définitive, c'est la falsification des documents, des médicaments, bon, des documents aussi parce qu'elle fait ça, mais c'est la falsification des médicaments et la supply chain,
concernant l'industrie pharmaceutique. Bon, c'est un gros pavé, je ne pourrais pas en parler, mais sachez qu'il y a quelque chose maintenant qui est en train de révolutionner le monde dans tous les secteurs d'activité qui s'appelle la blockchain et il faut absolument l'utiliser. Merci. C'était une intervention. Merci. La question suivante, s'il vous plaît. Oui, merci. C'est M. Ziani Mustafa, professeur universitaire à la Faculté de sciences et techniques de Tanger. Avant que je fasse mon intervention, j'aimerais bien de féliciter énormément ma chère collègue, l'expert en intelligence artificielle. Il a tout parlé sur l'IA, mais j'ai juste une petite intervention suite à madame qui a dit est-ce que l'homme il va être remplacé 100% par les robots. Moi, je dis, ou je confirme, en tant que en tant qu'expert dans ce domaine, je dis non, c'est pas possible parce que les maladies d'hier ne sont pas être les mêmes maladies de demain. Donc, il faut toujours faire apprendre les systèmes. Les systèmes, ils doivent être faire apprendre par les experts et par les spécialistes. Et c'est pour cela, les hommes, c'est-à-dire les spécialistes en tant que médecins ou bien en tant que pharmaciens, ils doivent exister pour toujours, pour alimenter les bases de données ou bien alimenter les systèmes pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et merci. Et encore une autre fois, félicitations, cher Hajar, pour l'excellente présentation et bonne continuation. Merci. C'est Brahim. Bonjour. Non, j'ai levé la main. Tout d'abord, je tiens à féliciter Hajar pour sa belle présentation. J'ai pu la suivre également à Casa et finalement, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Alors, je veux juste parler de deux choses. Parce que souvent, on essaie d'opposer la machine à l'homme. Mais au fait, le problème ne se pose pas de cette manière-là. Demain, l'homme va travailler avec ces machines. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Il y a le côté humain. La machine n'aura jamais ce côté humain. Mais pour le diagnostic, elle va peut-être le faire mieux que nous. Puis je pense qu'il faut choisir la meilleure option, pas l'option qui nous arrange le plus ou qui arrange notre ego, entre guillemets. Donc je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Les outils qui existent maintenant, par exemple quand on parle des outils de recherche, ne serait-ce que Google ou autre chose, maintenant on ne peut plus vivre sans ça. Donc c'est un pas de plus pour l'humanité qui est capital. Maintenant nous devons apprendre à travailler avec ces outils-là. Il y a aussi une problématique des bases de données. Alors je tiens juste à rappeler que malheureusement on n'accorde pas beaucoup d'importance aux bases de données et au Maroc, je pense comme beaucoup de pays, nous manquons crucialement de données. Ne serait-ce que, par exemple, quand vous cherchez des informations concernant des médicaments ou des pathologies, ou même des fois rien qu'une adresse, c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut qu'on prenne tous conscience aujourd'hui qu'il y a la nécessité de collecter le maximum de données. Il faut qu'on mette en place des outils pour qu'on puisse faire ça. On ne peut pas aujourd'hui travailler sans base de données. Merci. Bien. Je profite de l'occasion et je remercie le confrère qui m'a tendu la perche il a soulevé le problème de l'intelligence artificielle et les répercussions sur les emplois. Est-ce que cela, disons, ça va remplacer un peu les humains, quoi. Les études sont contradictoires. En 2013, aux États-Unis, une étude estime que 47% des emplois présentent un fort risque d'automatisation d'ici à 20 ans. En France, une étude des cabinets Roland Berger en 2014 estime que 42% des emplois étaient menacés par l'automatisation à l'horizon 2025. Le cabinet de conseil en stratégie McKinsey a collecté des données dans 46 pays. Résultat, l'automatisation, l'intelligence artificielle, à savoir système autonome robotique, remplacera 25% des emplois aux USA, Allemagne et Japon. Mais d'autres études sont optimistes. C'est tout le contraire. En 2017, le Conseil d'orientation pour l'emploi chiffre à moins de 10% le nombre d'emplois actuels présentant une grande vulnérabilité face à l'intelligence artificielle. L'OCDE arrive aux mêmes conclusions dans des travaux initiés en 2016. Seulement 9% des emplois
aux États-Unis et en France seront automatisables. Voilà un peu, en résumé un peu, les appréhensions de l'intelligence artificielle sur les emplois. La dernière. C'est une question, s'il vous plaît, ce n'est pas une remarque, je n'ai rien à dire d'autre qu'à poser une question. Merci beaucoup pour votre intervention, Dr Ali Sami, Blink Pharma. J'ai une question pour vous. Que fait l'Université Qadi Ayad pour un partenariat public-privé? Si on a besoin de vous approcher en tant qu'entreprise, comment est-ce qu'on peut collaborer? Merci. Voilà, merci beaucoup. C'est du concret. L'Université Qadi Ayad est ouverte à toute collaboration. Nous avons des collaborations avec plusieurs groupes, notamment le groupe Aqua, qui est partenaire carrément de notre Master Data Science. On développe des trucs, des algos pour ce groupe. Nous avons plusieurs partenariats avec Managem, avec IBM, justement pour exploiter le potentiel des jeunes, parce qu'ils travaillent sur des problématiques réelles, au lieu de travailler sur des sujets qui n'ont rien à voir en quelque sorte, ou bien des data fictifs. Donc, vaut mieux qu'ils travaillent sur des problématiques de l'entreprise, des pharmaciens et tout. Et vous êtes le bienvenu, je vais vous laisser tout à l'heure mes coordonnées et je suis prête à toute collaboration avec toutes les personnes qui sont là. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Et si vous voulez bien, nous allons clôturer cette séance afin d'être prêts pour la cérémonie d'inauguration qui aura lieu à 15h en présence de Monsieur le chef du gouvernement et de Monsieur le ministre de la Santé. Donc je vous demanderai de bien vouloir être dans la salle un petit peu à l'avance afin de pouvoir être à l'heure pour cette inauguration où le chef de gouvernement et le ministre de la Santé nous honorent de leur présence. Pour conclure, je voudrais d'abord, bien entendu, remercier encore une fois le docteur Hamza Gdira, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, et le docteur Fatima Al-Ahmoudi, secrétaire général, ainsi que le docteur Younes Belayashi pour leur invitation à participer à cette matinée. Et ça a été un réel plaisir, à la fois pour moi-même, mais également pour mes collègues et amis, le docteur Najdi Argibi et le docteur Riani, vice-président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Et cela a été un plaisir pour nous de débattre avec vous, avec nos collègues africains, avec nos collègues également européens et, m'a-t-on dit, nord-américains qui sont également présents dans la salle. Et ces rencontres sont également fondamentales, d'aller chercher les expériences des uns et des autres afin de nous enrichir les uns et les autres dans cette belle profession qui est la nôtre, qui est celle encore de nous occuper d'êtres humains que nous espérons pouvoir aider et qui en même temps nous enrichissent de leur expérience, de leur vie, de leurs soucis, de leurs problèmes, car finalement la condition humaine c'est un petit peu ça, c'est aussi aider, s'entraider et s'enrichir des expériences des uns et des autres. Je ne manquerai pas bien entendu de remercier très chaleureusement tous les intervenants de cette matinée qui nous ont enrichis de leur expérience, qui nous ont menés sur des sentiers de réflexion, Monsieur Charles de France, Monsieur Kamal Oubaissi, ainsi que Madame Hajar Moussanif, qui nous a montré combien jusqu'à présent on avait été aidé par les nouvelles innovations, l'électricité nous apportait quelque chose de plus, le téléphone également. Mais aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est d'être remplacé par la technologie. Et c'est là où les craintes sont nouvelles. Mais je crois que la nature humaine a des ressources, en tout cas il faut l'espérer, qui vont lui permettre d'exploiter, comme ça a été dit, ce qui est positif dans ce que l'innovation nous apporte et mettre de côté ce que l'innovation n'est pas très bonne. Et bien avant nous, on nous a bien dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors apprenons de la science, mais ne laissons pas la technologie ruiner notre âme et ruiner notre condition humaine. Et je voudrais vraiment remercier les trois orateurs et ce qui nous a été dit par Monsieur de France et Monsieur Oubaissi sur les chiffres. Les chiffres à interpréter comme des données qui sont importantes pour nous. Les chiffres dans les différents pays, mais les chiffres que nous devons ramener à notre réalité, à notre existence, à notre vécu, au vécu de notre pharmacie, du soin de santé, et comme on le disait tout à l'heure, nous interroger sur les problèmes que nous vivons quotidiennement et qui doivent nous amener, non pas, comme nous le faisons aujourd'hui, à copier ce qui se passe toujours en France. Nous avons cette relation à la France qui est très puissante et chaque fois que la France fait quelque chose, on se croit obligé de faire la même chose, mais nous pouvons
nous inspirer de ce que fait la France, parce qu'effectivement, nous avons des relations très fortes avec ce pays, mais en même temps, nous interroger sur notre réalité, sur nos patients, sur le vécu, sur la sécurité sociale. Nous n'avons pas la sécurité sociale française. Nous n'avons pas les ressources humaines de la santé française. Interrogeons-nous sur ce que nous avons, et comme a dit le professeur Moussanif tout à l'heure, nous pouvons, avec ce que nous avons, faire des choses extrêmement positives. Quant au parcours 100% marocain pour lequel je vous félicite, je voudrais quand même vous dire qu'il faut s'enrichir de l'expérience des autres. Et je suis sûre qu'avec ce que vous faites aujourd'hui, allez voir ce qui se passe un petit peu ailleurs et vous enrichir de ça, vous ne pouvez que revenir et rendre service à votre pays encore plus, à votre pays, à notre pays que nous aimons, à ce continent que nous aimons. Et je suis persuadée qu'échanger en gardant l'esprit critique, en restant humble dans ce que l'on apprend et en transposant, bien entendu, à notre but essentiel, qui est évidemment les patients auxquels nous nous adressons, c'est évidemment fondamental. Et je voudrais vous demander, si vous voulez bien, d'applaudir très chaleureusement tous les intervenants de cette matinée. Bien entendu, je ne manquerai pas pour terminer, et avant de donner la parole de conclusion au docteur Nejia Argibi, je voudrais vous remercier tous très chaleureusement pour vos interventions. Les interventions de tous les participants de cette salle ont montré combien vous étiez ouverts à la discussion, au débat, au dialogue, à la réflexion, à ce qui est important à la fois pour les professions, pour le fait et le souci de travailler ensemble dans les professions de santé et combien le patient reste au centre de vos préoccupations. Je vous remercie infiniment d'être restés jusqu'à la fin avec nous et de vos extrêmement intéressantes et pertinentes interventions. Merci à tous et à très bientôt sans doute. En fait, je n'ai rien à rajouter à la conclusion. Simplement, essayez vraiment d'être là pour pouvoir vous, suivre la grande conférence sur l'acte pharmaceutique. Je sais qu'il y a un match en fin d'après-midi. Nous voulons donc pouvoir vraiment bien maîtriser toute cette journée. Par le maître de cérémonie Yousr Tzazi, il a annoncé en fait le programme des ateliers et autres. Et les sessions spécifiques, c'est pour demain. Alors aujourd'hui, c'est l'acte pharmaceutique, la séance inaugurale de ce 20e anniversaire du FPI. Je vous souhaite bon appétit, à tout à l'heure, et merci au professeur Hajjouji qui est vraiment... voilà. Là, c'est l'hypoglycémie. Najih Hajjaj Hassouni, c'est la première fois que... Merci à vous.